Alors, bienvenue à vous, chers parents, dans ce webinaire dédié à la vie privée et la sécurité sur Internet. Avant de débuter notre activité, nous aimerions souligner que nous sommes réunis aujourd'hui grâce à l'initiative du comité de participation des parents de votre conseil scolaire Via Monde, qui a dédié les fonds de participation et engagement des parents à cette série d'ateliers. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Parents partenaires en éducation ou PPE et le réseau des parents francophones, en lien avec les 12 conseils scolaires francophones de l'Ontario et le consortium Centre Jeux légère. Notre mission est de guider, soutenir et outiller les parents afin d'optimiser leur rôle en tant que premier éducateur. Avant de commencer notre webinaire, je souhaite aussi effectuer une reconnaissance des territoires. Nous reconnaissons que le siège social de BPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabeg et Mohawk, qui sont présentes ici depuis des temps immémoriaux et qui y vivent encore aujourd'hui. Nous tenons également à souligner que notre travail ainsi que celui de nos partenaires provinciaux se déroule sur ces territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été établis. Nous sommes honorés de vivre et de travailler sur ces terres aujourd'hui connues sous le nom de l'Ontario. Nous exprimons notre gratitude envers les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur engagement envers ces territoires et affirmons notre volonté d'améliorer les relations avec eux, ainsi que notre solidarité et notre responsabilité à cet égard. Alors ce soir, nous parlerons de sécurité en ligne, comment vous protéger et aider votre famille à adapter de bonnes habitudes numériques. Ce webinaire interactif offert par Abilo Media vous donnera des outils concrets pour naviguer en toute confiance et quitter vos enfants vers une utilisation responsable d'Internet. Je me permets maintenant de vous présenter notre animateur de ce soir, Marc-Alexandre Ladouceur. Alors, Marc, est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Ça me fait plaisir. Bonsoir tout le Merci. monde. Moi, c'est Marc-Alexandre Ladouceur. Je suis spécialiste en éducation aux médias chez Abilomédia. Avant d'y arriver, j'ai été enseignant en salle de classe en français en lieu minoritaire un peu partout au Canada, dont l'Ontario. J'ai la chance ce soir de partager avec vous une formation, une présentation, un atelier, appelons-le comme on veut, sur justement c'est quoi naviguer en toute sécurité. L'emphase de l'atelier porte sur le rôle de parent et qu'est-ce que ça veut dire d'encourager les enfants à naviguer en sécurité, sachant que, avouons, on n'aura jamais nécessairement le dessus sur la matière que les jeunes vont aller chercher, sur les réseaux qu'ils vont trouver. On peut en parler un peu plus au cours de la réunion. Mais la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'on n'a pas besoin d'être aux tout derniers affûts. Au contraire, essayer toujours d'être aux tout derniers affûts demanderait une certaine expertise technologique qui, sans les outils que nous offrons ce soir, risquerait de se trouver dans un nouveau vide à chaque fois. Ce que je propose au lieu, c'est une série d'habitudes qu'on peut prendre ensemble en tant que parent. Donc, effectivement, des habitudes que vous pouvez aussi développer en communauté, mais aussi personnellement, afin d'aider et de guider vos enfants à naviguer ce monde des réseaux sociaux, des connexions, des relations interpersonnelles même. Ça fait toute partie de ce qu'ils vivent. Je prends donc le temps de vous souhaiter la bienvenue à l'atelier Le Réseau des parents qui, comme on l'a dit, va vous montrer à naviguer en sécurité et aider vos jeunes aussi à le faire. OK. On va commencer par une question. Avez-vous eu la grande conversation avec vos enfants? Vous savez, là, la conversation, celle qu'on n'ose peut-être pas, celle qui nous rend un peu inconfortable, la conversation qui est peut-être difficile à... Oh, excusez-moi, pas celle-là.
Non, non, je veux dire la conversation sur le web, le monde, numérique, le monde vaste et ce qu'ils font en ligne et ce qu'ils ne font pas sur leurs réseaux sociaux. La conversation qu'on ne sait pas trop comment aborder et justement, je veux vous dire de ne pas vous sentir mal si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a beaucoup de parents qui aimeraient mieux parler de n'importe quoi d'autre avec leurs enfants. Le problème, c'est que beaucoup de parents ne comprennent pas suffisamment bien la technologie pour pouvoir en parler. Ils ne savent pas non plus comment les enfants utilisent la technologie et ce qu'ils pourraient rencontrer en cours de route. On en apprend tous au fur et à mesure. C'est pas nouveau. Fait qu'il faut pas non plus, se il faut pas non plus, se rabattre sur notre sort pour dire: «Oh, j'en sais pas assez». Au contraire, c'est toujours l'occasion d'en savoir un peu plus. J'ai peut-être une expertise, avec les questions dont nous allons discuter ce soir, mais ça n'a rien à faire avec la technologie qu'on peut utiliser. Je suis toujours en état de rattrapage sur ce qui se développe et bon, voilà, c'est la bonne nouvelle. Alors, bien qu'on ne sache pas souvent quoi dire à nos enfants pour les aider, il y a un moyen d'aller développer les bonnes habitudes et de trouver les bonnes questions. Et le but de l'atelier, c'est de vous donner les renseignements pertinents pour que vous soyez à l'aise de parler à vos enfants de leur utilisation de leurs réseaux sociaux. Je voudrais souligner que comme on est en format numérique et comme on a mentionné que la présentation est interactive, si vous êtes participante ou participant, que vous êtes les bienvenus à ajouter des questions dans la boîte de discussion, le chat. Si jamais c'est le cas, ça me fait plaisir de les lire et de répondre. Les scénarios sont habituellement comme suit. Un, je vais y répondre immédiatement parce que c'est relié carrément à ce qu'on vient de discuter. Deux, je vais y répondre sous peu et je vais vous dire: «Ah, ça s'en vient plus tard dans la présentation» ou trois, c'est une question qui vous interpelle énormément, mais dont, ne figure peut-être pas dans la présentation comme telle. Si c'est le cas, je vais juste mentionner que j'en parlerai à la fin, mais ce n'est pas une question que je vais ignorer. Donc vraiment, ça me fait énormément plaisir si on a la chance de poser des questions pendant l'atelier. Pour revenir à la présentation comme telle, on veut avoir une idée de l'importance des médias sociaux dans la vie de nos enfants. Donc, souvent, on fait référence au téléphone et notre expérience de communication quand on était jeune. Est-ce qu'on se souvient comment c'était? On pouvait passer des grands moments de la journée au téléphone. Nos parents criaient après nous parce qu'on occupait la ligne. Et nous autres, on était fâchés contre nos parents qui comprenaient surtout pas. Les médias sociaux jouent le même rôle pour les jeunes d'aujourd'hui, mais ils offrent aussi beaucoup plus d'avantages. En plus d'être un excellent moyen de communication, il s'agit également d'une façon d'explorer différentes identités, d'appartenir à un groupe et de montrer au monde qui vous êtes. J'ai un exercice que j'aime faire suivre aux participantes et aux participants à ce moment-ci. C'est un vieil exercice. Je ne niaise pas, ça date d'au moins 500 ans et pourtant ça s'applique tout autant, si pas particulièrement aujourd'hui avec le contexte numérique. On s'imagine, juste pour un instant, ayant eu un cauchemar et se réveillant soudainement. On n'est pas trop sûr de ce qui s'est passé. Le cœur bat fort, on dit pas la chamade, on regarde autour de nous, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, il fait noir, je suis pas trop certain de l'état de mon rêve. En fait, je ne suis certain de rien, sauf une chose, et c'est ce que je ressens, dans ce cas-ci, la peur. Nos sentiments face aux expériences sont la chose la plus réelle que nous pouvons vivre à n'importe quel moment donné. Et c'est pas différent sur Internet. Or, je vous prie, dès maintenant, si on a l'habitude de dire des expressions comme «Ah, tu fais ça sur Internet, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça», d'exclure ces expressions-là, parce que leurs expériences sur les réseaux sociaux sont la vraie vie. En fait, il y a de plus en plus de recherches qui démontrent que les expériences de la vie sociale des jeunes en personne s'étend sur Internet et ce qui se passe sur Internet se rétend dans la vie interpersonnelle ou en personne. Donc, inutile d'essayer de faire comme si c'était un était plus vrai que l'autre. Les deux sont tout à fait réels et vont avoir des impacts dans nos vies et la vie de nos jeunes. C'est peut-être difficile de suivre l'utilisation des médias sociaux, je l'ai dit tantôt, parce que il y a toujours quelque chose de nouveau. Écoutez,
Par le temps que tout le monde aura vu cette présentation, qu'elle aura circulé peut-être dans les réseaux aussi, il va peut-être avoir un nouveau réseau social qui va avoir pris naissance. Vous connaissez peut-être Facebook et Twitter, ou ce qu'on appelle X. Et vous allez peut-être en apprendre aussi sur Instagram, Snapchat, TikTok. Dans quelques mois, vos enfants vont en avoir découvert plusieurs autres sites et plusieurs autres applications et on va toujours perdre le fil. C'est correct. Parce que de se tenir au courant de toutes les technologies, ça peut être une corvée. C'est faisable si on ne se préoccupe pas trop d'apprendre à utiliser les plateformes individuelles, par exemple. Concentrons-nous plutôt sur la façon dont les enfants utilisent les services et s'ils veulent s'inscrire à un nouveau service, de leur parler avant qu'ils le fassent. OK. Ces données ne sont plus actuelles, je vous le dis tout de suite, et elles représentent quand même des sites qui sont toujours fréquentés par les jeunes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir vu l'utilisation de ce premier site Facebook passer de 82 oui, c'est vrai, dans le temps de la donnée de la recherche, et avoir énormément diminué pendant un temps, jusqu'à ce que notre dernière recherche effectuée avec les jeunes il y a à peu près 3 ans, on a vu un réhaut de l'utilisation de Facebook. Pourquoi? Dans ce cas-ci, c'est une bonne nouvelle et je vais vous expliquer un peu pourquoi plus tard, mais suffit de dire que si vous et et leurs oncles, leurs grands-parents, etc., se servent de Facebook parce que ce sont les applications de notre génération, les jeunes veulent rester connectés avec la famille, avec leurs parents, avec leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents. Donc, le fait que Facebook devienne plus populaire chez les jeunes après un temps de moins de popularité, c'est qu'ils savent que c'est là que leurs parents se trouvent et c'est là qu'ils veulent interagir avec leurs parents. On va voir pourquoi c'est important. Les enfants utilisent plusieurs réseaux sociaux avec différentes personnes et c'est un peu comme ça qu'ils essaient de gérer leur vie privée. Ce qui peut compliquer considérablement leur vie en ligne quand ils essaient de comprendre ce qu'ils veulent partager et avec qui dans l'ensemble des différentes plateformes. Et c'est quelque chose qu'on va adresser. Écoutez, ils ne veulent pas avoir les mêmes interactions sur le même réseau que grand-maman, grand-papa qu'ils ont avec leurs camarades de classe et même peut-être pas avec les camarades de classe de groupe A qu'avec groupe B. Donc, ce qu'on veut découvrir, c'est un peu pourquoi ils s'en servent. D'abord, après leurs amis, les personnes avec qui les enfants veulent le plus de contact par l'intermédiaire des réseaux sociaux sont les parents et les membres de la famille. Fait que je le répète. C'est parallèle à l'exception des étrangers, les amis et la famille sont également les deux groupes pour lesquels les jeunes déploient le plus d'efforts pour cacher des choses. Encore une fois, il y a une bonne nouvelle là-dedans. On veut surtout cacher les choses aux étrangers, mais on veut aussi se présenter différemment selon le réseau qu'on utilise. C'est principalement la raison pour laquelle les enfants adoptent des nouveaux réseaux sociaux. Pour avoir un espace privé et non supervisé avec leurs amis, comme Snapchat, et ensuite d'interagir avec la famille. Les enfants vont utiliser différents réseaux sociaux pour explorer différentes identités. C'est un comportement qui est tout à fait normal pour les préadolescents et les adolescents. C'est pas une crise identitaire, c'est un état de développement psychocognitif normal chez les ados et les préados. Ils vont déployer beaucoup d'efforts pour créer, maintenir leur personnage, pour que chacun de leurs comptes paraisse différemment, ce qui peut souvent être, il faut le dire, assez stressant quand on parle du stress relié à l'utilisation des réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être trouvé très intéressante la lecture du livre The Anxious Generation. Euh, Bon, j'aurais une critique assez ferme à ce sujet, au sujet de ce livre-là, puis de sa méthodologie. Mais suffit de dire que la cause n'est pas aussi simple que le livre voudrait proposer. Une des causes, par exemple, du stress, parce que c'est vrai que ça peut être stressant d'utiliser les réseaux sociaux, c'est ce qu'on vient juste d'explorer. On va passer un moment à parler des certaines questions et des caractéristiques de sécurité des plateformes des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de renseignements à comprendre. Mais les parents, au minimum, peuvent s'assurer que le réseau social auquel leurs enfants veulent s'inscrire dispose d'un centre de sécurité. Les centres de sécurité que vous pouvez visiter avant de vous inscrire sont super utiles parce qu'ils énoncent clairement les outils que les membres peuvent utiliser et les règles qu'ils doivent respecter.
Important parce que, souvenez-vous ce qu'on disait du stress et des différentes personnalités tantôt et de la façon qu'on veut présenter ou cacher des choses, les centres de sécurité, les jeunes ne pensent pas à s'en servir. On s'imagine qu'ils sont super techno-habiles et c'est vrai. D'une certaine façon, ils sont capables d'aller trouver une technologie ou une application pour arriver au but qu'ils cherchent. Mais ils ne sont pas nécessairement connaissants de ces centres de sécurité de la même façon et des outils qui sont à leur disposition pour protéger leur contenu, leur confidentialité et leur identité. Donc, c'est une bonne idée d'examiner le centre de sécurité d'une plateforme parce qu'il peut y avoir des grandes différences dans la façon dont les plateformes encouragent les utilisateurs à établir un contact. C'est ce qu'on appelle les réseaux ouverts ou fermés par défaut ou encore privés ou publics par défaut. Par exemple, certains réseaux sont privés, par défaut, ce qui signifie que les gens ne vont pas voir vos messages à moins que vous les approuviez comme contact. Les enfants peuvent utiliser les réseaux privés par défaut comme Facebook pour garder contact avec leurs amis et leur famille. C'est super. D'autres sites sont publics par défaut, ce qui signifie que n'importe qui peut voir vos messages à moins que vous n'indiquiez le contraire. Twitter X, c'en est un exemple, TikTok un autre, et ce sont des sites qui vous laissent communiquer avec un public plus large. Mais même les réseaux privés par défaut tentent généralement de vous inciter à partager vos messages avec un plus grand nombre de personnes possible. Et les réseaux publics par défaut disposent d'outils qui vous permettent de décider de personnes qui vont voir vos messages ou non. Vous devez discuter des certains points avec vos enfants avant qu'ils s'inscrivent à un nouveau service. Et vous devez le faire comprendre qu'ils doivent d'abord vous demander la permission. Écoutez, des règles simples à suivre. 1. Vérifiez la condition relative à l'âge du site. La plupart des réseaux sociaux comme Facebook exigent que vous ayez au moins 13 ans pour vous inscrire. Et c'est très important que vos enfants et vous compreniez les répercussions d'une inscription à ces services en deçà de l'âge établi. Il y a une raison pour laquelle l'âge est établi. Écoutez, les enfants sont tous différents. Bien que les enfants et que les parents ne pensent pas que ce soit important, après tout, c'est Facebook qui pourrait. Qu'est-ce qui pourrait se passer là-dessus, hein? La plupart des enfants de moins de 13 ans sont vulnérables quant à leur relation avec leurs amis, leur image corporelle, leur identité sexuelle, lesquelles peuvent être affectées négativement par l'environnement fermé qui définit souvent les médias sociaux. Les enfants de moins de 13 ans ont encore beaucoup à apprendre de la vie. En plus, les protections que les sites ont en place pour les mineurs ne s'appliquent plus une fois que vous êtes adulte. Donc, si un enfant de 10 ans s'inscrit à titre d'utilisateur de 13 ans dans quelques années, quand le site ne va plus les reconnaître comme un mineur, les paramètres de protection de la vie privée du site pourraient aussi ne plus s'appliquer. Aussi, il pourrait commencer à recevoir des publicités pour des produits et des services pour adultes, même lorsqu'ils sont assez vieux pour obtenir un compte. Excusez-moi. Même quand ils sont assez vieux pour obtenir un compte, les enfants ont toujours besoin d'une grande surveillance pour s'assurer des bons choix, surtout quand il s'agit de réfléchir aux conséquences à long terme relativement aux messages qu'ils affichent et qu'ils partagent. Deuxième règle, lorsque vous établissez un profil, ne donnez que les renseignements essentiels. Les sociétés derrière les réseaux sociaux veulent autant de données qu'elles peuvent obtenir et on pourrait dire que le profil n'est pas complet à moins d'avoir d'autres informations. Mais vous n'avez qu'à fournir les renseignements obligatoires qui sont habituellement accompagnés d'un petit astérix rouge. Les professionnels en marketing peuvent se servir des données que vous fournissez euh, par votre inscription pour construire un dossier sur vous qui va leur permettre de décider quelle publicité vous verrez et parfois même les prix qui vont vous être offerts. Le nom d'utilisateur que vous choisissez en passant, pas si important que ça. Tant que vos amis peuvent vous trouver. Certains réseaux sociaux s'attendent à ce que vous utilisiez votre vrai nom et d'autres permettent des pseudonymes, mais présentement, il n'existe aucune preuve voulant que l'un ou l'autre soit plus sécuritaire. Bonne nouvelle, les jeunes veulent surtout s'inscrire pour être en relation avec des personnes qu'ils ou elles connaissent déjà. Donc, le fait d'avoir son vrai nom ou un pseudonyme ne change à peu près rien aux interactions qu'elles ou ils auront. Il y a une réelle différence, par contre, entre les réseaux sociaux comme ça, où on s'inscrit, et ceux qui sont complètement anonymes. Bon, ici, j'ai deux exemples, je m'excuse, ils sont désuets, mais des réseaux complètement anonymes où aucune information n'est requise.
Les jeunes enfants ne devraient pas se servir de ces plateformes parce que c'est plus facile pour les utilisateurs de celles-ci de faire de la cyberintimidation lorsqu'ils se sentent complètement anonymes. Cependant, il faut aussi se rappeler que les enfants plus âgés peuvent se tourner vers ces réseaux parfois pour obtenir du soutien sur des questions plus sensibles. Troisième règle, choisissez un mot de passe sécuritaire. OK. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois que j'en parle. Cette présentation existe depuis 2015. On avait commencé de l'établir en 2014, si je me souviens bien, donc même avant mon temps chez Bilomédia. Depuis 2014-2015, à chaque année, dans Radio-Canada ou La Presse ou le Journal de Montréal, pour en prendre quelques exemples, vont publier un article sur les mots de passe les plus populaires de l'année. Donc, c'est comme c'est autour du mois de décembre qu'on va publier cette liste. Donc, 10 ans à peu près depuis qu'on a publié la première version de cette présentation-ci. La présentation change, se laisse transformer, et pourtant, les mots de passe les plus populaires restent les mêmes. Je vous le dis, il faut choisir un mot de passe fort. Et il y a des façons de créer un mot de passe fort. À Bilomédia, on offre même des ressources sur comment créer un mot de passe fort afin qu'on évite, en 2014, et je vous garantis, c'est le même aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password, mot de passe. Mot de passe est populaire en français, quoique au niveau numérique, à cause qu'il y a tellement moins de personnes qui parlent français qu'anglais, password reste le mot de passe plus populaire. Et ça reste un mystère pour moi. Donc, je continue de le mentionner à chaque fois que j'offre cet atelier. En sixième place, Tiffany. Aucune idée pourquoi. C'est peut-être parce qu'ils adorent le groupe Deep Blue Something. C'est peut-être parce qu'ils adorent un film classique. Les deux, évidemment, ayant le même titre pour leur œuvre. Mais Tiffany, si jamais il y a quelqu'un qui a la réponse, pourquoi Tiffany est un mot de passe si populaire, je vous en prie de me le partager. J'ai pas encore trouvé une raison et j'imagine que ça existe un petit peu dans la culture à quelque part et que ça me reste un élément manquant. Mais bon, la présentation n'a rien à faire avec mon enquête. Elle a plutôt à faire avec le fait de choisir un mot de passe fort. Le conseil le plus important, c'est de jamais partager les mots de passe. Donc oui, on veut un mot de passe avec des lettres, des chiffres, des symboles. On veut qu'il soit assez long, on veut qu'il y ait assez de caractères. Mais on veut aussi que, si toutes ces affaires-là sont en place, on ne partage pas non plus le mot de passe. Ben, peut-être sauf avec la famille. Tout de suite, parents, je vous dis, ça va revenir tantôt, mais c'est tout à fait permis de dire, OK, je garde ton mot de passe pour tes réseaux sociaux, peut-être dans une tirelire, ou si jamais je pense qu'il y a une situation grave qui se produit, je peux aller m'inscrire sur ton réseau pour voir s'il y a des... Et je peux définir quelles sont les situations graves aussi. Euh, mais à part ça, il n'y a jamais lieu de partager son mot de passe. Les enfants plus âgés, en passant, sont plus susceptibles de partager leur mot de passe que les plus jeunes. Fait que parlez-en à vos ados. Un autre truc important, c'est de se souvenir de fermer la session lorsqu'on a terminé. De nombreux enfants dont les comptes ont été piratés, entre guillemets, ont en fait juste laissé leur session ouverte sur un appareil. Et en passant, le vol d'identité, c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on se sentirait, nous autres, si un étranger volait notre identité puis envoyait des messages à nos amis puis à notre famille? Déjà, le clonage, hein, quand on crée un compte qui est supposé ressembler au vôtre, est assez problématique. Imagine si ça se faisait à partir de mon compte parce que mon ami avait voulu faire une blague. Eh bien, c'est pas une blague, c'est en fait un vol d'identité, d'après la lettre, évidemment. Le fait d'obtenir un compte, ça signifie également que vous acceptez les conditions d'utilisation du site. Avez-vous déjà lu ce document-là avant d'accepter? C'est long. Ici, j'ai un exemple avec AskFM, mais écoutez, plus un site est grand, habituellement, plus ses conditions sont grandes. Et plus il y a de chances que ces conditions soient utilisées par des plus petits sites qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller se payer un avocat pour créer d'autres conditions. C'est long, c'est ardu, c'est compliqué, c'est du langage légal dense. Comment est-ce qu'on fait pour le comprendre? Ce que je recommande fortement, c'est d'aller au site web Terms of Service They Didn't Read,
tosdr.org. Je le mets dans la barre de discussion maintenant. Terms of Service Didn't Read classe les sites web selon leur politique et vous présente les bons et les mauvais points, mais je vous dis tout de suite en anglais seulement. Le travail n'a pas été fait par un groupe français. Vous pouvez toujours utiliser Google Translate pour aller traduire le site au complet. Ça fonctionne, je l'ai déjà essayé, mais juste sachez qu'une ressource équivalente en français n'existe pas. Certains sites, comme Instagram, comprennent des versions en anglais simples de leur politique. Fait que même si vos enfants ne s'inscrivent pas sur ces sites-là, ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil parce que la plupart des autres sites ont des politiques semblables. Juste Tumblr, par exemple, c'est une façon assez comique ou au moins amusante de lire ces utilisations-là. OK. Maintenant qu'on comprend un peu comment on s'inscrit ou qu'est-ce qu'il faut s'attendre quand on s'inscrit à un réseau social, quelles sont les principales questions qu'il faut connaître? L'une des idées principales, c'est relatif aux enfants et l'utilisation ou leur communication de la vie privée. Malgré ce qu'en pensent les adultes, les enfants se préoccupent de leur vie privée énormément. La plupart d'entre eux font des efforts énormes pour la protéger et même s'attendent à ce que leurs amis la respectent. Mais les enfants voient généralement la vie privée d'une façon différente des adultes, pas juste pas surtout en ce qui concerne le contenu à publier, mais plutôt les personnes qui voient ce qui est publié. Donc, retour à ce qu'on disait tantôt sur les différents comptes. Une fois que le compte est établi, vous devez examiner les paramètres de sécurité avec vos enfants. Et parlez pas seulement des paramètres en passant. Parlez des répercussions potentielles sur la vie réelle des paramètres en question. Fait que sur les réseaux privés par défaut, seules les personnes que vous avez acceptées comme amis peuvent voir vos messages. Il faut donc faire des choix importants lorsque vous recevez des demandes d'amitié. Presque tous les réseaux sociaux vous permettent de changer les paramètres par défaut pour que vos messages soient plus ou moins privés. Bon nombre d'entre eux vous laissent choisir un paramètre de sécurité différent même pour chaque message. Vous pouvez donc les rendre publics ou déterminer à qui vous le montrez. Vous voulez le montrer, pardon. Sur des sites publics par défaut, vos messages sont vus par toute personne qui vous suit. Contrairement à une demande d'amitié, vous n'êtes pas obligé d'approuver les personnes qui vous suivent. Ils peuvent juste choisir de le faire. Cependant, certains sites vous permettront d'établir un compte privé ou protégé, ce qui signifie que seules les personnes que vous avez approuvées peuvent voir vos messages. La plupart des sites de réseautage social, comme Facebook, offrent de nombreux choix si vous voulez empêcher quelqu'un de voir votre contenu. Écoutez, ça peut être heureux, ça peut être malheureux selon votre perspective, mais les outils de la protection de la vie privée, les paramètres changent de temps en temps. D'ailleurs, au moment de vous offrir cette présentation, ce n'est plus l'interface de Facebook. On le sait peut-être. Il faut donc aller voir maintenant dans l'engrenage en haut à droite de la page, si je me souviens bien, sélectionner son compte et sélectionner les paramètres par la suite. Si vous supprimez quelqu'un de votre liste d'amis, ça signifie qu'ils ne peuvent plus voir vos messages. Vous ne verrez plus leurs messages non plus. Mais vous pouvez également désactiver des personnes, ce qui signifie que vous ne les verrez pas dans votre fil d'actualité, même si vous continuez de les suivre. C'est parfait pour des amis qui sont obsédés par des jeux ou qui affichent trop de photos, je sais pas moi, de leurs pieds à la plage. En passant, il y a personne qui va découvrir que vous les avez désactivés et vous pouvez également changer d'idée plus tard. C'est super. Presque tous les sites vous permettent de bloquer aussi des personnes, ce qui les élimine de votre liste d'amis et les empêche de vous contacter. Vos enfants peuvent bloquer les étrangers qui leur ont envoyé une demande d'amitié et peuvent également bloquer les personnes qui les harcèlent. Il y a de nombreux réseaux sociaux qui vous permettent d'identifier un message ou une photo. Bien que l'outil soit super pratique, la question de protection de la vie privée, c'est également soulevée ici. Quand je parle d'identifier, en anglais, on va utiliser l'expression tagging. D'autres personnes peuvent voir l'identification et une recherche pour votre nom sur le site vont faire apparaître ces photos-là. Ce qui signifie qu'un message ou la photo qui vous identifie est davantage susceptible d'être vu par des personnes à qui le contenu ne s'adresse pas. Assurez-vous que vos enfants établissent leur compte de façon à être informés lorsque leur nom apparaît en ligne. L'identification,
C'est une façon parmi d'autres de montrer une photo à un public non ciblé. Les photos peuvent également être trouvées en cherchant des mots-clics. Un mot-clic, c'est un terme qui contient un dièse, le signe de numéro, juste devant pour qu'il devienne un moyen de faire une recherche. Si une photo de votre enfant est affichée accompagnée d'un mot-clic comme joli ou autoportrait, une recherche pour le mot-clic va la faire apparaître, à moins de l'avoir publié de façon privée. Fait que, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas content d'une photo qui a été publiée? Certains services, comme Facebook, vous permettent de retirer votre nom d'une photo dans laquelle vous avez été identifié. L'image n'est pas supprimée, mais c'est plus difficile de la trouver. Si la photo est utilisée pour harceler ou intimider votre enfant, vous pouvez le signaler et demander à ce qu'elle soit retirée complètement. Presque tous les réseaux sociaux disposent d'un bouton signaler ou de quelque chose de semblable. Et je le dis tout de suite, que ce soit à vous ou vos enfants, c'est un des outils qu'il ne faut pas hésiter d'utiliser. Parfois, certains se sentent gênés à l'utilisation parce qu'on n'est pas certain si ça enfreint une règle ou non. Deux points là-dessus. Un, si on n'est pas certain, le centre de contrôle va déterminer pour nous si c'est à l'encontre des règles ou non. Et deux, si nous-mêmes on n'est pas certain, le centre de contrôle vérifie, comme je l'ai dit, et ça se peut qu'il décline le signalement parce que, bon, toutes sortes de raisons de manque de personnel, d'intelligence artificielle, etc. Mais n'hésitez pas à vous en servir encore et encore parce que ça informe les algorithmes responsables du contenu signalé qu'il reste problématique. Et comme les compagnies dont Meta s'en vont dans des modèles de signalement communautaire, plus on se sert de l'outil, plus il y a de chances que le matériel signalé soit identifié comme problématique aussi. Et ça, c'est s'il n'est pas retiré carrément. Une première étape importante quand on partage les photos, c'est de demander à la personne qui a publié ou partagé la photo de la supprimer. C'est fou. Je vous dis, j'en reviens pas à quel point c'est une méthode efficace. La raison que c'est la première étape, c'est que c'est l'étape la plus efficace. Entre eux, les jeunes ont des ententes sociales. Et si quelqu'un dit j'ai pas aimé la photo, peux-tu l'enlever? C'est épatant à combien de reprises ça marche. Ça démontre aussi qu'il faut enseigner aux enfants à respecter la vie privée des autres. Si ça marche déjà bien, ça peut fonctionner encore mieux parce qu'on pense pas juste à notre vie privée. On leur enseigne explicitement que si quelqu'un demande que l'image soit enlevée, que ce n'est pas à nous de faire le gatekeeping, de faire les gardiens de la chose si quelqu'un n'a pas leur image qui figure dedans, bien que ce ne soit pas nécessairement illégal, qu'elle paraisse. Il y a une question éthique énorme, une question sociale qui relève de ça, et il faut respecter la dignité de la personne en question. Ça n'a rien à faire avec une mauvaise ou une bonne photo, c'est juste des bonnes manières. On doit encourager aussi à faire la même chose chaque fois qu'ils partagent un message ou une photo de quelqu'un d'autre, qu'ils aient pris la photo eux-mêmes ou que quelqu'un leur ait envoyé. La meilleure affaire à faire, avant de publier, si je vois que d'autres personnes y figurent, je devrais avoir une règle de demander aux personnes qui y figurent. Et si c'est une photo qui a été prise avec un grand public derrière moi, peut-être que ça ne vaut pas la peine de la partager. Encore une fois, c'est tout à fait légal de le faire dans un espace public, mais il y a tous ces visages et qui sait d'eux qui voudrait ou ne pas figurer dans des photos. C'est particulièrement vrai, en passant, en ce qui concerne les sextos, qui sont des photos nues, semi-nues ou séduisantes. Bien que peu d'enfants envoient des sextos d'eux-mêmes, et je le dis, seulement 1 sur 10 disent le faire, de nombreux autres en ont reçu, et ça serait 3 sur 10 de quelqu'un directement ou transféré par quelqu'un d'autre. Le réel danger des sextos survient donc lorsqu'ils sont vus par quelqu'un d'autre que la personne à qui ils étaient destinés. Aussi important soit-il de dire à nos enfants de ne pas envoyer du contenu qu'ils pourraient par la suite regretter, il est tout aussi important de s'assurer qu'ils comprennent le mal qu'ils peuvent faire seulement en les transférant et en les partageant avec d'autres personnes. Il faut également contester la notion voulant que les filles qui envoient des sextos renoncent soudainement à leur droit à la vie privée et à la dignité. En fait, c'est un effet de désengagement moral et puis, il faut absolument le défaire. Quelqu'un qui envoie une photo, bien que ça ne se fasse pas souvent 1 sur 10, une fois sur 10, ou un jeune sur 10, pardon, dit l'avoir fait, ça fait partie
du développement psychocognitif sexuel de l'adolescent. Il peut avoir différentes raisons, pas prêt à passer à l'action, fait que passe par l'image ou encore désir, d'intimité continue. En fait, les mêmes actions peuvent exister chez les adultes aussi, mais chez les ados en particulier, en tant que mineurs, différentes protections aussi leur sont, offertes et offertes. Les enfants doivent également penser à la façon dont le contenu qu'ils affichent ou partagent peut affecter les sentiments des gens. Lorsque nous interagissons en ligne, on n'obtient pas beaucoup de signaux physiques. Même ici, durant la présentation de ce soir, oui, je parle, vous entendez mon ton, vous me voyez gesticuler, mais je peux oser demander à combien de reprises dans des webinaires ou des ateliers comme ça qu'on aurait eu en ligne, est-ce qu'on a quelqu'un qui gesticule énormément, qui parle avec un certain entrain, versus quelqu'un qui nous offre une présentation en parlant comme s'il passait à la radio des informations. Aujourd'hui, en bulletin de nouvelles, nous allons parler de la météo, de la température. Bon, OK. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est pas parce que je veux oui, excusez-moi, je viens juste de voir une question apparaître et je Oui. m'interromps parce que c'est tellement une question importante. Oui, j'ai le temps de naviguer dans les paramètres de Facebook pour montrer comment bloquer ou suivre quelqu'un. Ce que je vais faire, puisque je vais accélérer la présentation un petit peu, je vais arrêter le partage d'écran. Ensuite, je vais vous partager ma page Facebook. Elle est de toute confidentialité de toute façon, donc il y a vraiment pas de problème là et je vais vous montrer comment la naviguer, autant pour bloquer quelqu'un que pour aller changer les, paramètres de sécurité. Je vous avoue, c'est un petit peu moins intuitif qu'avant, donc ça vaut vraiment la peine qu'on y passe. Hem et j'ai aussi d'autres formations ou, ateliers, pardon, qui existent à ce sujet-là spécifiquement. Si jamais on veut, je peux partager aussi avec les parents partenaires en éducation ou, avec le conseil pour qu'on puisse, que vous puissiez avoir accès au contenu gratuitement aussi, tel que toutes nos présentations. Euh, Excellent. Ça me fait tellement plaisir. En fait, ce que je risque de faire, c'est vous mettre dans la boîte de chat dans un instant parce qu'il va falloir que je navigue sur le site web d'Abilomédia. Je vais aller chercher l'hyperlien où tous nos ateliers à ce sujet-là se trouvent et je vais vous le partager comme ça, vous pouvez aussi le naviguer. Mais bon, tout ce que je veux dire à ce point-ci, c'est que quand on parle des interactions en ligne, on perd tous nos repères empathiques. Déjà, s'il fallait que je parle de façon moins enthousiaste, peut-être que vous ne seriez pas certain de la façon que je me sens par rapport au droit et à la dignité d'une personne quand que je parlais des sextos. Ou si ça pourrait être aussi neutre que quand je parlais des paramètres de confidentialité de Facebook. Mais quand on met un ton, voilà, tout d'un coup, on s'entend un peu. Si je réponds, par exemple, aux questions avec enthousiasme versus avec dédain, ça peut changer énormément la façon que les gens voudraient poser des questions dans le chat. Maintenant, dites-vous que quand on est en ligne, notre cerveau est très, très vieux, malgré son âge. Ses réflexes sont très vieux et on n'entend pas de ton, on ne voit pas les expressions faciales. On va donc prendre pour acquis que c'est le pire qui peut se produire, une pire interprétation d'une situation afin de nous protéger. C'est un piège empathique parce que j'ai aucune façon de savoir si c'est vraiment le cas. Et moi, je vais répondre en me défendant. Maintenant, l'autre personne va voir mon message, ne va avoir aucune idée de mes motivations, ne voir qu'ils sont là, que le message est juste peut-être un peu méchant et décider de répondre en se défendant eux-mêmes. Et les jeunes peuvent faire ça, ensuite leurs amis se joignent à la tâche, ça s'appelle une situation de cyber-intimidation qui s'appelle maintenant le drame. Et voilà, ça s'étend à la cour d'école, etc. OK. Ce qu'il faut faire, c'est juste aider à reconnaître les émotions fortes. Vous connaissez peut-être le fameux dicton, il faut se tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Si on ressent une émotion forte, je n'irai pas au dicton, il faut prendre 20 minutes à distance du clavier avant de répondre. 20 minutes, c'est ce que les psychologues vont en général dire qu'est le temps pour se calmer, pour vraiment laisser passer une colère ou une émotion forte avant de réagir à une situation. Et ensuite de passer à toutes les façons que nous autres, on voudrait que quelqu'un réagisse. Si j'avais écrit quelque chose, euh, et passer au travers de cette liste pour savoir si je réponds de façon respectueuse. Donc, la règle d'or, avant de publier vos commentaires, assurez-vous qu'ils soient vrais, utiles, inspirants,
nécessaire et aimable? Si la réponse est oui, et j'oserais espérer dans tous les cas, allez-y, partagez. OK. Comme j'ai dit, je vais accélérer un petit peu le processus maintenant. C'est pas que le matériel qui reste ici n'est pas important, mais c'est parce que il va aussi paraître dans la navigation de la page Facebook dans un instant. Donc, je ne voudrais pas être trop redondant. Ce que je veux dire ici, euh, c'est toute la question de comment gérer nos amis en ligne. C'est important de faire comprendre aux enfants que peu importe ce que leurs amis des médias disent, le sextage, l'intimidation, notamment, ne sont pas des comportements normaux et communs. Les adolescents sont très sensibles à la pression sociale. Donc, s'ils croient que tout le monde le fait, et si nous autres, on en parle comme si tout le monde faisait ça tout le temps et qu'il fallait les garder à l'abri de ça, ils vont prendre pour acquis que c'est un comportement normal et ont plus de chances de répéter ce comportement là, quelque chose de mal ou même dangereux en pensant qu'il n'y a pas de conséquences parce que tout le monde leur dit que tout le monde le fait et on ne voit aucune conséquence autour de nous. C'est toujours important d'en parler dans son contexte. Comme les choses peuvent dégénérer, des fois, on peut vraiment vouloir insister d'être amis avec nos enfants sur les réseaux sociaux. C'est correct. Choisissez-en un, celui de leur choix, préférablement. Et je voudrais dire, faites-en le moins possible. N'allons pas mettre des commentaires sur leur page, n'allons pas aimer leurs photos à chaque fois qu'ils en publient. On peut regarder, mais on peut être un peu comme invisible devant ça. J'ai ici la statistique à l'écran. Ce qui est important, par exemple, c'est d'avoir des conversations en continu avec nos jeunes hors ligne. On n'a pas besoin de les espionner. On a juste besoin de s'intéresser. C'est normal qu'il y ait des affaires qu'ils ne veulent pas discuter avec nous. C'est normal qu'il y ait des affaires qu'ils préfèrent garder juste pour leurs amis, surtout pendant qu'ils vieillissent et qu'ils découvrent qui ils sont, qui elles sont. Nous autres, on continue de s'intéresser, on pose des questions et comme j'ai dit tantôt en début de présentation, c'est correct d'avoir le mot de passe dans une tirelire à quelque part que si jamais on pense qu'il y a une situation sérieuse, intimidation, piratage, sexto ou sextorsion aussi, là, on peut se permettre d'aller sur le réseau et voir si quelque chose qui se passe en ayant eu une conversation avec eux que ça pourrait arriver. Donc, il n'y a jamais de mauvaise surprise. Ils seront peut-être pas contents, mais ça ne sera pas une surprise. Ah, pardon, c'est ce que je viens juste de discuter. OK, les règles, ça marche. À propos, un, les règles, ça marche parce que les jeunes veulent savoir qu'il y a des règles qui reflètent des valeurs et ce sont les valeurs qu'ils veulent questionner plus que les règles comme telles. Les règles ont une signification quand elles sont ancrées dans des valeurs familiales que eux veulent découvrir euh, de façon relative à leur propre existence. Les règles aussi sont importantes parce que quand les jeunes ont une structure, malgré ce qu'ils disent des fois, et ça, c'est drôle parce qu'ils vont nous dire autrement peut-être en personne, mais nos recherches, ce sont souvent des données auto-rapportées par les jeunes en plus de des recherches bibliographiques. Mais dans ces données auto-rapportées, les jeunes vont nous dire qu'ils veulent des règles et qu'ils veulent des soutiens et qu'ils veulent des paramètres. Maintenant, les parents ont tendance malheureusement à établir plus de règles pour les filles que les garçons. Et je vais vous dire, c'est les garçons qui sont plus susceptibles d'avoir des problèmes en ligne et c'est eux qui sont assujettis aux moins de règles. Les règles ont un impact sur le comportement des enfants parce que euh, ils aident aussi à comprendre que les règles familiales ont un impact dans le monde virtuel. Vous vous souvenez ce que je disais peut-être en début de conversation ou en début de présentation sur la différence entre le monde en ligne et le monde hors ligne? Il n'y en a pas. Ils ont tous les deux le même impact sur la vie des jeunes. Voici une façon d'embarquer dans cette discussion-là en parlant de vos valeurs de la vraie vie, comme étant aussi des valeurs de la vraie vie en ligne. OK. Euh, c'est très intéressant de se servir des médias sociaux. Ça peut intéresser des jeunes qui n'ont pas encore l'âge. Pourquoi pas partir un compte familial ou un compte pour l'animal domestique où on partage des affaires, mais on ne veut pas non plus surpartager. Je sais que ça ne s'applique pas nécessairement au groupe d'âge en question ici, mais je vais vous dire que, et ça c'est effectivement une statistique d'il y a 10 ans parce qu'on n'a pas pu reprendre des recherches avec les parents depuis ce temps-là.
Mais une étude a démontré que environ 900 photos des enfants sont partagées avant l'âge de 5 ans, tellement qu'on en a inventé une expression, le sharenting. Si on s'attend à ce que les jeunes respectent l'image des autres, il faut aussi respecter l'image de nos jeunes. Demandons-leur la permission, et ce, autant adolescents que, oui, je sais que mon image ici est pour un jeune âge, mais vraiment à tous les âges. À tous les âges, demandons-leur, expliquons-leur pourquoi on publie quelque chose ou pourquoi on aimerait, quels paramètres qu'on va mettre autour afin que ce soit juste vu par certaines personnes, etc. Et que s'ils nous disent non, de complètement de respecter sans insister. Et je répète, sans insister. Ou comme dirait un prof que j'aimais énormément dans le temps que j'étais enseignant, no is a complete sentence. Non, c'est une phrase au complet. OK. Oui, on pourrait parler du marketing. C'est très important de parler aux jeunes de pourquoi ils reçoivent des publicités en ligne. Les ados, c'est la même affaire. Ce qui est très intéressant avec les ados, et ça, j'ai une présentation sur l'intelligence, les algorithmes là-dessus, pardon, c'est qu'ils sont souvent surpris d'apprendre que les algorithmes vont les influencer de la même manière que leurs amis. Avec les ados, ils se sentent comme en relation avec l'algorithme et c'est pas fou parce que l'algorithme fait un travail de triage énorme et moi-même, je peux l'apprécier. Je ne veux pas passer au travers de mille et une publicités pour des produits que je ne voudrais jamais voir, mais tout d'un coup, je vois un produit qui peut m'intéresser parce que à cause des façons que je navigue, puis c'est super. Effectivement, il y en a d'autres que je ne verrai pas à cause de ça, mais quand même, j'apprécie le tri. J'aimerais en savoir plus sur comment il fonctionne, mais pour l'instant, au moins, soyons optimistes là-dessus. Mais à cause de ça, les jeunes commencent à développer des espèces de relations parasociales avec leurs algorithmes et sont surpris quand ils apprennent que leurs amis sont influencés de la même façon. C'est donc important de se rappeler, de parler de la technologie en tant que des machines et non pas en tant que des entités. Même quand on parle d'intelligence artificielle, nous ne parlons que de processus mathématiques qui proposent des lettres à une séquence et qui hallucinent un tas d'informations bon, qui sont entraînés à halluciner d'une bonne façon la majorité du temps. OK. Éviter le contenu inapproprié. Ça, on va le voir dans un instant quand que je vais vous montrer comment signaler les publications parce que ce n'est plus la même affaire ici. Donc, vous me permettez de sauter un petit peu et je regarde l'heure. Oui, OK. Je vais maintenant arrêter en fait mon partage d'écran. Euh, En fait, je vais très bientôt arrêter mon partage d'écran. Je vais parler rapidement, en fait, du FOMO avant d'aller plus loin, parce que ça reste peut-être la partie la plus pertinente. Il faut parler à nos enfants du temps passé sur les réseaux sociaux. Le temps d'écran, c'est un terme parapluie qui peut être difficile à gérer parce qu'il y a tellement d'affaires différentes qu'on peut faire sur un téléphone. Regardez un jour le temps que vous passez sur votre téléphone à une semaine et quelles applications vous utilisez le plus souvent ou le moins souvent, mais seulement après avoir estimé combien de temps vous pensez avoir passé. Et vous allez voir que dans quasiment tous les cas, vous allez sous-estimer le montant de temps que vous passez sur vos appareils. Je suis pareil et j'essaie d'être très, très, très conscient, mais c'est juste comme ça qu'on opère. Nous autres, ce qu'on veut parler avec nos enfants, c'est pas le temps d'écran nécessairement, mais le temps passé sur les réseaux sociaux. Une grande partie de leur vie sociale étant passée en ligne, ils pourraient trouver ça difficile de s'éloigner de leurs appareils en raison de la crainte obsessionnelle de manquer à l'appel, le FOMO, le Fear of Missing Out, ce qui peut comprendre dormir avec leurs appareils au cas où il y aurait des appels ou des messages pendant la nuit. Je recommande fortement un endroit où charger les téléphones en dehors de la chambre à coucher afin d'éviter de tomber là-dedans. Mais ça peut être une discussion, je vous avoue, un peu plus difficile à avoir. Mais c'est parce que c'est pas autant qu'ils ont peur de ne pas passer du temps en ligne, c'est qu'ils ont peur, comme j'ai dit, leur vie sociale étant tellement rattachée, de manquer une information importante qui pourrait suivre à l'exclusion le lendemain à l'école, au travail ou quoi que ce soit. Pour établir l'équilibre, on veut souvent encourager à prendre des pauses, prendre des repos numériques à toutes les semaines, des périodes où on ne se sert pas du tout nos appareils, fermer les appareils numériques, établir des zones sans appareils, donc pas dans la chambre à coucher, pas dans la salle de bain, c'est seulement pour des raisons hygiéniques, mais aussi parce que c'est une zone d'isolement. Établir une station de chargement, bon, je l'ai proposé tantôt, et changer le code Wi-Fi de temps en temps. Pour ceux qui pensent vraiment que c'est
que ce serait problématique. Avoir le contrôle du code Wi-Fi donne le contrôle d'accès à Internet tout en évitant la tactique souvent inefficace d'enlever l'appareil carrément. OK, j'arrête le partage juste un instant. Vous allez me permettre ici de faire quelque chose que je ne fais que rarement. Je pense que c'est la première fois peut-être que je le ferai pour une présentation. Et c'est pour aller naviguer sur un réseau social. Euh, et je vais, juste pour que je puisse vous montrer comment on peut avoir accès à différents paramètres, je vais maintenant repartager mon écran. Et puis, bon, voilà. Ah, tiens donc, il y a quelqu'un qui offre des pilules de canneberge dans la zone de Buy Nothing. Bon, super. OK. Maintenant que vous avez une bonne impression de mon compte, je vais vous montrer des espaces où vous pouvez naviguer pour contrôler. Donc, si jamais, par exemple, le groupe présentait quelque chose que je trouvais problématique, je clique sur les trois boutons. Ici, en fait, c'est le fun. Je peux contrôler mon algorithme pour dire je veux voir plus de publications du genre ou je veux voir moins de publications. Je peux la sauver, etc. Mais je peux aussi la masquer. Donc, ça ne bloque pas nécessairement, mais ça empêche d'autres personnes ça m'empêche de voir d'autres publications sans supprimer. Je pourrais aussi signaler, voir s'il y a un problème. Et là, c'est correct parce que je ne vais pas soumettre, mais vous voyez, dans le signalement, je peux montrer que il y a un tas de raisons pourquoi je voudrais. Et si jamais je me trompe, pas de problème, ça va être rapporté. Je ne le ferai pas tout de suite parce que c'est en fait un groupe de bienfaisance. On ne leur fera pas ce mauvais coup-là. Mais voilà la manière qu'on va signaler ou bloquer quelqu'un. Si jamais je veux aussi organiser mes paramètres, ça c'est juste pour les contacts, mais vous voyez ici. Donc j'ai cliqué les trois points ici en haut avec contact. Il y a le point confidentialité et sécurité. Et paramètres de blocage. Paramètres de blocage, c'est là où je veux voir les listes de contrôle des personnes bloquées. Je recommande fortement. Réception des messages aussi, ça va affecter les alertes. Mais confidentialité et sécurité, c'est là où nous voulons aller pour euh, connaître ce qui a été signalé. Une fois que j'y arrive aussi, j'ai des pages d'aide pour le centre de sécurité, prévention contre le harcèlement et contrôle d'absence de. Bon, OK, d'absence de danger, mais ça, c'est. Ah, c'est vrai, leur Safety Center est juste en anglais. Ah, peut-être qu'on peut le mettre en français. Probablement. Mais voilà, je peux comprendre maintenant la façon que Meta s'engage à protéger les différentes communautés. Ça se présente bien. Moi, ce que j'encourage souvent aussi, c'est de les connaître parce que ça nous donne des règles plus claires sur l'utilisation de la plateforme. Une des raisons que les gens disent le plus souvent hésiter de signaler quelque chose, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils aient signalé quelque chose par erreur. Ensuite, si on clique en haut sur notre image de profil à droite, j'ai paramètres et confidentialité ici. Oui, je sais que ça se ressemble, mais je peux maintenant aller dans soit la zone paramètres ou la zone confidentialité. C'est là qu'on va se rendre. Oups. OK. Pour voir tout ce qui est courant sur mon utilisation. J'ai des politiques très claires ici. J'ai des paramètres courants que je peux changer en gérant les profils, les mots de passe, l'authentification, la connexion du compte, les alertes, etc. Et j'ai un tas de contenu ici que je peux venir changer. Il y a la façon que je partage mes données, la façon que je partage avec mon appareil. Euh, Ici, j'ai cliqué sur les permissions. Pour ça, vous voyez, ça garde les historiques de recherche sur Facebook, ça garde toutes les informations sur nos renseignements. Il y a vraiment un tas d'informations et ça peut avoir de l'air intimidant. Je comprends. Prenez votre temps, prenez un souffle, passez-les un par un. Vraiment,
Il n'y a pas d'effort. Le meilleur temps qu'on peut passer sur Facebook en s'inscrivant, même si ça prend une journée avant que je commence à m'en servir, c'est en passant par tous les paramètres, soit nous-mêmes ou avec nos enfants idéalement, afin de faire comprendre la valeur de chacun d'entre eux. Et si on ne les connaît pas, c'est correct. Il y a un centre d'aide, on peut aller chercher des définitions et il faut s'informer pour savoir comment que ça peut nous impacter, justement. Avec tout ça en place, je saurai aussi que je vais naviguer avec autant de confidentialité et de sécurité autour de mes paramètres que je puisse établir. Euh, Par rapport à la question, est-ce que j'ai bien répondu à les paramètres pour montrer comment bloquer ou suivre quelqu'un? J'ai montré brièvement comment bloquer tantôt, mais je peux y revenir si on veut. Donc, je vais revenir à ma page. Ah bon, vous voyez ici, j'avais vu un contenu très offusquant, je vous avoue, paraître dans mes publicités. Ça n'avait rien à faire avec des publications, mais je vous ai dit que les jeunes qui s'inscrivent à un plus bas âge pourraient voir du contenu qui n'est pas fait pour eux. C'était une publicité, je vous le partage, qui disait euh, ouais. C'est pas le fun à partager, excusez-moi d'avance, qui proposait que ça venait juste en deux saveurs comme les genres. C'était tellement inacceptable comme matériel que je l'ai immédiatement signalé sous forme de discours haineux. Et voilà. Facebook, maintenant, va décider si ça l'est ou non. Et je comprends que ça peut être difficile de savoir si c'est vraiment un discours haineux ou non, mais je sais que, pour ma part, je l'ai signalé et que le matériel devra être révisé avant de pouvoir passer. Mais la publicité, là, on paye pour que plus de gens puissent voir ça, qui veut dire que quelqu'un a mis de l'effort pour qu'un plus grand public puisse le voir. Et ça pourrait tomber dans le fil de nos enfants si jamais la plateforme pense qu'ils ont 18 ans et plus. Bon, voilà, excusez-moi, c'est pas pour faire peur, ce n'est pas la majorité de mon contenu. Et il faut le dire, avec les recherches que je fais chez Abilo Media, des fois sur du contenu haineux, afin de développer nos ressources, ça se peut que je vois plus de publicité comme ça que la personne moyenne, mais vous pouvez aussi faire le tour de votre flux à un moment donné juste pour voir. Là-dessus, je vois, waouh, j'arrive à 8h01. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a d'autres choses que je préfère pour euh, compléter la présentation de ce soir à votre goût? Moi, en fait, j'ai une petite question. Je veux, je veux vraiment savoir que fait si mon enfant, par exemple, si un enfant partage des fausses informations sans le savoir. Je sais que c'est pas vraiment le démentier pour ce soir, mais c'est quand même quelque chose qui est assez Oui. fréquent, oui. OK. Là, bon, je vais partager mon écran pour une deuxième fois. Ok, merci. Euh, OK, que faire? La réponse, en fait, c'est que la mésinformation, c'est assez néfaste parce que la désinformation, c'est l'intention de partager une information trompeuse. La mésinformation, c'est de croire une information trompeuse et de la repartager parce qu'on pense que c'est vrai. Euh, Fait que c'est pas facile à naviguer parce que ça a affaire avec les impressions qu'ont les jeunes. Les meilleures conversations qu'on peut avoir autour de ça, c'est ce qu'on appelle souvent le calling in. Donc, l'interpellation, d'avoir une discussion sur eux de pourquoi ils pensaient que c'était vrai ou non et de leur montrer des outils euh, pour vérifier leurs informations et fortement encourager de vérifier avant de partager. Pour ce, OK, parfait, j'ai une page de prête et l'autre qui s'en vient. Je vais repartager mon écran un instant. Pour ça, je vais proposer ici le réseau Verifado. Le réseau Verifado, c'est une nouvelle initiative que nous avons lancée avec la Pointer Institute qui fait qu'on va former des jeunes à l'exercice Faut que ça cesse, qui est un exercice pour vérifier les informations en ligne de quatre façons faciles et rapides. Et ensuite, ils vont aller trouver des histoires virales et ensuite faire une recherche sur si c'est vrai ou non. Ce qui est le fun, c'est qu'ils vont ensuite produire la vidéo et on va les partager sur les réseaux, qui fait en sorte que c'est une ressource par les jeunes pour les jeunes. La raison que je la recommande, c'est parce que ça a plus l'effet mentor
que l'effet d'un parent qui essaye de démentir son enfant, ce qui aurait plus de succès avec les jeunes adolescents. euh, c'est tellement plus efficace euh, les initiatives qui sont par leur père. Et puis, là, j'essaie de penser, j'avais une autre idée, mais excusez-moi, je me suis laissé distraire, fait que j'oublie. Ah oui, c'est ça. Et si on veut ensuite la ressource, vous voyez ici la page, faut que ça cesse, ou est-ce que je suis encore sur vérif? Oui, OK. La ressource, faut que ça cesse. Elle se propose de plusieurs façons. On a des vidéos, on a plusieurs vidéos, on a des tests, des jeux, ben, des quiz jeux qu'on peut faire ensemble, juste pour montrer à quel point on ne peut plus faire confiance à nos sens lorsqu'il est question de vérifier une information en ligne. Il faut absolument faire des exercices de vérification. Euh, Parce que c'est tellement trompeur qu'en fait, une des façons qu'on vient nous tromper le plus facilement, c'est en flattant nos sens, en faisant qu'on sorte intelligent, et qu'on dise, OK, mais là, à cause de ça, je vais partager sans vérifier. En tout cas, donc, c'est ce que je recommande. Oui, merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a déjà dépassé l'heure. Si pour ceux qui doivent partir, nous vous remercions énormément de votre participation. Et je veux aussi dire merci beaucoup pour cette présentation enrichissante, Marc-Alexandre. Je pense que votre expertise et votre conseil précieux nous aiderions à mieux accompagner nos enfants dans le développement de bonnes habitudes numériques et à naviguer plus sereinement dans l'univers en ligne. Alors, j'encourage tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les bosser dans le chat ou à lever la main. Et je veux justement officiellement clôturer cette présentation. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'évaluation que je viens de partager dans le clavartage. Merci tout le monde.